Et salut, bienvenue dans mon podcast Dans les yeux. Dans les yeux, c'est le titre du podcast. Tu sais, j'avais envie d'une conversation douce et bienveillante avec une personne qui m'est très chère. C'est vrai, dans la vie, on se croise, on se salue de loin, mais on se parle jamais vraiment. Alors, prends-toi une tasse de thé ou un truc qui te fait plaisir. Pour moi, c'est l'infusion à la rose sans sucre, mais tu fais bien ce que tu veux. Installe-toi confortablement, si tu peux, mets un casque, et puis bonne écoute. La première fois que je l'ai vue, en vrai, comme on dit, c'était chez elle. J'étais à la fois joyeux et impressionné de la rencontrer. Son regard est vif, perçant, vivant. Au cinéma, elle fut dirigée par Pierre Granier-Defer, Claude Pinoteau, Régis Varnier, Claude Lelouch, Gérard Houry, rien que ça. Et j'en passe. Au théâtre, elle a joué entre autres aux côtés de Jean-Paul Belmondo, Claude Rich, Jean-Paul Roussillon. À la télévision, elle est la célèbre reine, meilleure amie d'Annie Dupéret dans Une famille formidable. C'est une actrice donc, mais pas seulement. Elle est également metteuse en scène, productrice, c'est une amoureuse des mots. Elle a eu le Molière de la meilleure actrice pour son interprétation de Marie Caillot dans Marie des Poules de Gérard Savoisien, mis en scène par Arnaud Denis. Elle est actuellement au Lucernaire à Paris, aux côtés de sa fille Émilie pour leur spectacle Notre Petit Cabaret, une fantaisie musicale délicieusement insolite. C'est à voir absolument. Elle, c'est Béatrice Agénin. Bonjour Béatrice, ça va bien ? Bonjour Cédric, oui ça va très bien. Je suis très heureux de passer un moment avec toi et peut-être d'en savoir un peu plus sur toi. Alors, dis-moi, ton enfance, elle s'est déroulée où ? Elle s'est déroulée à Paris avec des épisodes d'été, de vacances dans le Berry. Et bien évidemment, ce sont ces moments-là qui sont les plus forts pour moi parce que nous habitions dans une loge de concierge à Paris, rue de la Cerisaie. Et c'était très étroit et je ne trouvais pas ma place, mes parents non plus sûrement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont fait qu'un enfant. Et ensuite, je respirais et je m'évadais dans la ferme de ma grand-mère où je retrouvais ma cousine Germaine. Et là, c'était vraiment non seulement l'espace, le bonheur, mais aussi la vie de la ferme, les animaux, tout ce qu'on pouvait faire dans une ferme. À ce moment-là, c'était les batteuses, les foins, les pommes de terre. Ça a vraiment été le plus important pour moi dans mon enfance. Et pour le coup, la campagne est toujours précieuse et importante pour toi, encore aujourd'hui ? La nature, les éléments de la nature ? Ça fait partie toujours de ta vie ? J'ai perdu un peu le goût de la campagne parce que je travaille beaucoup et je n'ai pas trouvé le moyen d'avoir une maison de campagne. J'ai une maison à Paris qui ressemble, je ne dirais pas à une maison de campagne, mais il y a beaucoup d'éléments qui font penser à la campagne. Les meubles et puis une petite terrasse qui est ravissante. Il y a cet esprit-là. C'est un genre d'appartement où il y a beaucoup de choses qui, moi, me rappellent la campagne. Mais évidemment, je n'y vais pas aussi souvent que j'y allais 2 mois et demi par an, jusqu'à mes 25 ans. Alors, elle ne me manque pas, ça non, parce qu'il y avait aussi les gens qui étaient dans cette campagne et qui représentaient presque une partie du siècle dernier. Je pense évidemment à George Sand qui m'a marqué beaucoup. Mais il y avait beaucoup de fêtes à la campagne qui malheureusement n'existent plus. On allait les uns chez les autres, on disait des poèmes, on disait des chansons. Il y avait les fêtes liées aux saisons. Il y avait toute une vie qu'on retrouve un petit peu justement dans les écrits de George Sand, parce qu'il n'y avait pas à l'époque ni télévision, ni les machines agricoles qui font que maintenant un homme seul doit quasiment s'occuper de sa ferme, alors qu'avant il y avait une vingtaine de personnes qui prêtaient leurs mains pour tout ce qui concernait les travaux de la ferme. Et donc, la ferme dont tu me parles, c'était la ferme de tes grands-parents, c'est ça ? Maternelle, paternelle ? Oui, mes grands-parents maternels. Et qu'est-ce qu'ils représentent pour toi ? Oh, beaucoup, évidemment, beaucoup. Mon grand-père était un homme mutique
Et il allait dans ses champs avec son chien qui savait tout. Les chiens de berger, comme on dit, mais c'était des chiens de ferme. Alors ces chiens-là, ils sont incroyables. On n'a pas besoin de leur dire rattrape le troupeau ou quoi que ce soit. Ils savent tout faire. Ils savent d'un regard si le maître est content ou s'il faut faire quelque chose. Ils furettent. Ils s'occupaient aussi des serpents, s'ils étaient sur la route. Enfin, c'était des chiens inimaginables. Euh, oui, j'ai beaucoup de nostalgie de cette époque-là. Et puis ma grand-mère était extrêmement drôle. C'était une femme très coquette. Et quand on allait au marché, c'était incroyable comment elle s'habillait, alors que personne ne la regardait. Mais elle était convaincue qu'elle était la reine. Et pourtant, la ferme, c'était vraiment la gadoue, le fumier, les animaux qui passaient au milieu. Enfin, c'était vraiment une vraie ferme. Mais ça ne l'empêchait pas de se sentir parisienne quand il fallait se montrer. Et elle rêvait à quoi, la petite Béatrice, quand elle était enfant? Alors là, c'est étrange cette question parce que, étrangement justement, mes rêves ne concernaient en tout cas pas le théâtre. J'en étais très éloignée, mes parents n'avaient pas été élevés sur le plan culturel, dans le chant, sinon les chants qui rappelaient les animaux, bien sûr. Mais ils n'avaient aucune connaissance. Mes deux parents n'avaient que le certificat d'études. Donc, ils connaissaient très bien Victor Hugo, ils connaissaient très bien le 19e siècle, les textes qu'on leur demandait d'apprendre, mais c'est tout. Donc, je n'avais pas de connaissance, moi, du théâtre, ni des premiers films. Je ne savais pas grand-chose. Mon père aimait ça parce qu'il avait fait du théâtre aux armées, très jeune. Il avait appris l'Avare. Et donc, il nous faisait, à ma mère et à moi, des petits numéros d'Harpagon. Il nous les disait. Il adorait ça. Mais ça restait quand même très confidentiel. Je pense qu'il en rêvait, lui. Et ça n'a été, je dirais, un véritable déclenchement pour moi que parce que j'étais au lycée Pasteur à Neuilly lorsque j'avais 17-18 ans et qu'il y avait dans le lycée à côté toute la bande du Splendide, c'est-à-dire Olivier Lejeune, Michel Blanc, Junio, Clavier. Ils appartenaient à un petit groupe, ils étaient en groupe et ils adoraient ça. Et il y avait un cours de théâtre au lycée Pasteur. Et nous, les filles, c'est-à-dire Frédéric Tirmont, qui était au lycée Saint-James, 2 filles et uniquement 2 filles, on allait prendre des cours au lycée Pasteur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré toute la bande du Splendide. Tu disais justement que tu ne venais pas, enfin que ta famille ne venait pas de ce milieu artistique. Qu'est-ce qui t'a attiré justement à prendre ces cours? Tu me parles de toute cette troupe que tu as vue, mais qu'est-ce qui a été un déclic? Est-ce que tu es allé voir une pièce de théâtre, par exemple, que tu as fait un déclic, ou est-ce que c'est un film, ou c'est même pas ça, ou alors ça a été plus fort que toi, et c'était le destin, et on ne sait même pas pourquoi, mais tu as pris ces cours. L'intervention de mon père avec Oui. avec son comment dire, je ne vais pas trouver le mot exactement, mais disons son plaisir à avoir fait du théâtre en plein milieu du Berry, avec l'accent berrichon et tout ça, mais quand même le besoin de nous dire Harpagon et cette histoire d'Avare qui nous disait de temps en temps, ou bien quand on était dans des mariages berrichons, il se déguisait et il racontait des histoires, ça restait très familial, très secret. Il s'en moquait. Il ne connaissait pas Chaplin, il ne connaissait pas à cette époque-là
tout ce qui avait été fait. Il savait peut-être vaguement qui était Sarah Bernhardt, parce qu'il y avait quand même la radio et il y avait quand même des journaux. Mais enfin, il n'avait aucune idée de ce que c'était que cette ambiance du théâtre et tout ce que les auteurs pouvaient avoir fait, à part Molière. Et il ne connaissait pas Marivaux, par exemple, ça n'allait pas jusque dans les campagnes. Alors, évidemment, il y avait au fond, dans cette petite loge parisienne de la rue de la Cerisay, des échos très lointains. Mon père travaillait beaucoup, donc il n'avait pas tellement le temps de faire du théâtre. Et puis il y avait de temps en temps un mariage, un baptême. Et là, il s'extériorisait gentiment. Et ça te faisait quoi quand tu le voyais, justement? Presque honte. Ah, bon. Mais ça me fascinait sûrement, mais il n'y avait pas le décor qui allait autour. Donc, ce qui est très fascinant, c'est quand même tout le décor, le rideau rouge, tout ça. Alors, c'est vrai, j'y repense en même temps que je le dis. Il adorait rire et il nous emmenait, ma mère et moi, au cabaret. Et au cabaret, très tôt, puisque personne n'était là pour me garder, il y avait ce rideau rouge incroyable et quand il s'ouvrait, il y avait quelque chose, un autre monde derrière. Oui, ça, je dois dire, ça me fascinait. Mais le théâtre proprement dit, on n'y allait jamais. Donc ton premier contact avec une salle de spectacle, c'était le cabaret? Oui, c'était la première le cabaret. fois où tu es rentré dans un lieu... Oui, c'était le cabaret, c'était surtout l'amusement de mon père. Ma mère suivait, mais c'est lui qui nous emmenait, c'est lui qui prenait les places. C'était le chef de famille. Et oui. Donc c'était lui qui décidait de nos désirs. Et est-ce que tu te souviens, pour le coup, la première fois où tu es rentrée dans un théâtre? Qu'est-ce que tu as ressenti en tant que spectatrice? Je crois bien, mais j'en suis pas absolument certaine, que c'est à la Comédie Française que je suis allée la première fois. Mais j'en ai un souvenir triste. Ça m'avait pas plu. Je trouvais que la comédienne était très ennuyeuse. Je ne sais pas du tout qui c'était. Elle passait son temps à venir et à dire qu'elle allait s'en aller. Et je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, que c'était Bérénice, parce que c'est ça, je crois me souvenir, qu'elle dit qu'elle s'en va, mais en fait elle reste. Enfin bon, bref, ça m'avait beaucoup ennuyée, j'avais dû dormir. Et c'était un voisin qui m'avait emmené avec l'autorisation de mes parents. Et pour la petite histoire, ce voisin aussi m'emmenait, moi je devais avoir une dizaine d'années et lui 16 ans, et il m'emmenait voir des films porno, enfin ils étaient porno, pas tout à fait porno, ils étaient soft, mais il y avait beaucoup d'effeuillage, de déshabillage, tout ça. Et moi j'étais très petite, je ne savais pas que ça existait, mais surtout, et il ne m'a pas touchée bien sûr, mais surtout on allait dans ces lieux sombres vers Pigalle, et il me disait, ne dis pas à tes parents que nous sommes allés au cinéma. Donc, bah mon Dieu, non. Donc ton premier rapport avec le cinéma, c'était un goût d'interdit. C'est ça, c'est ça. Mais c'est marquant pour un enfant, bah hein, oui, parce que 10 ans, c'est extrêmement jeune. Oui. Parce que j'ai toujours finalement fantasmé là-dessus, sur les déshabillages, sur ces femmes qui enlevaient petit à petit. On n'allait pas plus loin. Hein. C'était pas tout à fait porno, je dis porno. C'était plutôt érotique. Oui, c'est ça, c'était érotique. Oui. Mais très certainement, ça a développé chez moi un goût du mystère autour de ça. Et pour terminer un peu sur la période de ton enfance, quel parfum ou quelle odeur pourrait décrire justement ton enfance? Les noisettes. Les noisettes, pareil. Les noisettes qu'on cueillait sur les noisetiers, c'était absolument délicieux. Donc c'était la rentrée alors? C'était un peu septembre, non? Les noisettes? Non, c'était vraiment dans le Berry, il n'y en avait pas à Paris. Et c'était un plaisir incroyable. Soit on les cassait avec les dents, ce qu'il ne fallait pas faire, soit avec des cailloux. Enfin, c'était vraiment le bonheur. C'est pareil quand j'étais petit. Et une couleur? Oh, il y en a beaucoup, des couleurs. Dans les campagnes, il y a énormément de couleurs. Les couleurs ombragées quand il fait très chaud.
des, des arbres qui font des miroitements avec le soleil. Il y a beaucoup, beaucoup d'odeurs aussi. Alors, j'ai dit les noisettes parce que ça, c'était ce qu'il y avait de plus fort, mais le foin, les herbes, et puis aussi les animaux, les couleurs des animaux. On s'attache beaucoup aux animaux parce que c'était des animaux qu'on gardait, on ne les tuait pas à cette époque. On tuait un veau de temps en temps pour avoir 3 sous, mais pas du tout le trafic qui existe aujourd'hui. Donc on les voyait longtemps, les animaux, on les voyait téter, les mères et tout ça. Et les petits cabris aussi qui étaient charmants. Et donc les couleurs, oui, je me souviens qu'il y avait un chant qui s'appelait Les Roussilles, qui me fascinait parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller seul, parce qu'il était très loin. Il y avait un petit ruisseau qui coulait au fond de ces roussilles, et on les avait appelés comme ça parce que le soleil finissait par roussir les blés. Alors, quand c'était trop fort, les blés, il fallait les couper avant qu'ils soient vraiment roux, quoi. Est-ce qu'il y a des sons qui te reviennent? Ah, les animaux, évidemment, et puis les oiseaux, et puis les sons, on les a... C'est curieux, mais je les ai perdus à Paris. Ça n'est plus du tout pareil pour moi dans mon oreille que quand je vais dans le Berry, et j'y vais pas très très souvent, je suis surprise de pouvoir réentendre dans le silence le chant des oiseaux, comme on les a entendus d'ailleurs pendant cet arrêt brutal qu'est le Covid, qui a été le Covid. On a réécouté les bruits de la nature. Mais c'est vrai qu'à Paris, on les perd, quoi. Je les ai un peu perdus. Alors quand je vais à la campagne, il faut vraiment un temps pour se réhabituer. Comme j'ai pas de maison là-bas, il faut un temps d'écoute, il faut un temps de silence pour que le cerveau, l'oreille, se réadapte à ce silence qui est peuplé en fait. Est-ce qu'il y a un professeur à l'école, je parle pas de professeur de théâtre, on va en parler, mais est-ce qu'il y a un professeur à l'école qui t'a marqué, L'école a été un enfer pour moi, un ennui épouvantable. Je m'ennuyais, je dormais, ou je bavardais, et j'avais des zéros, et pas seulement des zéros, mais des zéros pointés, et des fois doublement pointés. C'est une méchanceté épouvantable. On ne sait pas pourquoi, dans cette école de filles, on avait tellement de punitions, tellement de... Il n'y avait pas de place pour l'inventivité. C'était des vieilles professeurs qui semaient la terreur. Un prof de maths en particulier, il fallait faire le guet quand elle arrivait. On se mettait aux 4 coins de la cour pour la voir arriver et commencer à trembler. Enfin, c'était pas intéressant. Donc j'ai détesté les maths, mais c'est à cause d'elle. C'est à cause du lycée soi-disant élitiste dans lequel j'étais. Ça s'appelait le lycée Saint-James. Et ça a été tellement l'enfer. Je retiens pas de prof, sauf peut-être un prof d'allemand qui était très rigide, psychorigide. Et surtout, elle avait un rouge à lèvres extrêmement rose, fuchsia. Évidemment, c'était assez fascinant. Puis elle était assez jeune par rapport aux autres profs. Et au moins elle n'avait pas de bienveillance envers nous, mais elle nous faisait les cours dans la nature, parce qu'il y avait un petit jardin. Elle avait dû demander la permission, et du coup, on était un petit peu dans l'herbe, alors c'était un petit peu plus agréable. Tu étais du genre à avoir beaucoup d'amis, ou tu étais plutôt solitaire? Non, j'avais des amis, je rigolais beaucoup, j'étais très espiègle, j'étais pas sérieuse du tout. Et c'était assez étonnant parce que quand j'ai commencé à faire donc un petit peu de théâtre avec toute cette petite équipe, là je me suis recentrée. Ça me plaisait énormément. Je savais pas du tout pourquoi ça me plaisait.
Et à partir de là, j'ai voulu prendre des cours d'art dramatique. J'ai un petit peu suivi Frédéric Tirmont parce que j'avais pas de référent, en fait. Et puis, je voyais des films, mais je pensais que c'était inatteignable, donc je rêvais pas autour des actrices de l'époque. Et ton rapport avec ton papa et ta maman? Tu as été une jeune fille très aimée? J'étais seule, donc fille unique. Ouais. J'étais très aimée. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs avec mon père, qui était très colérique. Et il m'a transmis malheureusement sa colère. Donc j'ai été très marquée par mon père. Et ma mère, que j'ai adorée, est partie très tôt. Et du coup, j'ai peut-être moins de souvenirs avec elle, bien qu'il soit beaucoup plus doux, beaucoup plus profond, et que je considérais que c'était une princesse. Elle était extrêmement belle, plus grande que mon père, très douce et très, elle aussi très mutique. Donc elle ne criait jamais, elle ne pleurait jamais, mais elle me consolait beaucoup. Et bien que ce soit un couple qui a tenu toute leur vie à tous les deux, je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup souffert des colères de mon père, qui étaient des colères, comme on dit, extrêmement immédiates. On dit soupe au lait quand on parle de ces gens-là. Mais il avait du mal à redescendre. Et moi, c'est pareil, quand je suis en colère, j'ai du mal à redescendre. C'est un malheur que j'ai pas pris la douceur de ma mère en premier. Alors, la campagne, la jeunesse et les débuts au théâtre. Raconte-moi, tu as fait le conservatoire après. Quel est le parcours? Alors, premièrement, j'ai suivi Frédéric Voilà, ce Tirmont, que tu nous disais. qui allait chez Périmonie. Périmonie, ouais. Donc j'ai passé 3 ans chez Périmonie. Tu as beaucoup appris avec lui? On apprenait tous des tas de choses chez Périmonie. D'abord, il avait un charme fou qu'il utilisait beaucoup auprès des jeunes femmes, mais sans, sans être lourd ni rien. Il aimait les jeunes femmes, mais on ne peut pas du tout le soupçonner d'avoir été indélicat. Et puis, il indiquait très très bien, en tout cas on était assez fascinés, tous les élèves, par ses indications. Il y mêlait beaucoup de ses réflexions personnelles sur le monde. Il avait fait la guerre d'Algérie et il en était très meurtri. Et on avait droit à au moins une bonne demi-heure de pensée sur la politique du moment, etc. Mais il y avait du charme. Donc on prenait tout ça. Et parallèlement, comme beaucoup d'autres élèves, comme Dussolier, comme Huster, comme Giraudot, on allait aussi chez Jean-Laurent Cochet, qui lui était le contraire de Périmonie, mais qui avait une connaissance des textes absolument faramineuse et qui était très, à l'inverse de Péry, qui était plus instinctif, qui était très académique. Donc on apprenait à parler et à articuler beaucoup plus que chez Périmonie. Donc les deux mélangés, ça faisait un joli petit amalgame pour tous ceux qui sont passés à cette époque, soit chez Péry, soit chez Jean-Laurent Cochet, soit les deux. Alors je suis entrée au conservatoire d'abord, après avoir fait un concours épouvantable. J'ai été rattrapée de justesse, il manquait quelqu'un, je ne sais pas. Enfin, je sais que c'était pas bien. Justement, je veux en parler de ça parce que je passais le jeu de l'amour et du hasard, Sylvia, du jeu de l'amour et du hasard. Et puis, au concours de sortie, je passais encore Sylvia du jeu de l'amour et du hasard. Donc, je peux dire que je commençais un peu à connaître au moins la première scène. Et puis, là aussi, c'était très mauvais, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait passer les concours, pas du tout. Et finalement, j'ai quand même eu un second prix,
Et puis, le premier prix, c'était Martine Chevalier. Elle était éblouissante. Elle avait passé Chimène avec Bernard Giraudot. Par quel miracle, je n'en sais rien, ils se sont trouvés bouche contre bouche pendant toute la scène où elle dit tu as tué mon père et Rodrigue dit tue-moi. Et toute la scène était bouche contre bouche, sans bouger. Ça a été un tonnerre d'applaudissements, on n'avait jamais vu ça. Elle a eu un prix à l'unanimité, un premier prix à l'unanimité de tragédie, il faut le faire. Et elle n'a pas voulu entrer à la Comédie Française. Et du coup, l'administrateur, à ce moment-là, Pierre Dux, m'a proposé d'entrer à sa place. Et 10 ans plus tard, moi, je suis partie. J'ai refusé Esther et elle est entrée pour jouer Esther. Ça c'est drôle. Et puis, je veux quand même enchaîner sur cette histoire du jeu de l'amour et du hasard. C'est pas par hasard que j'en parle. Et même de la colère. Parce qu'étrangement, j'ai commencé à vraiment apprendre à jouer la comédie, à lire, à comprendre ce que je disais, avec un metteur en scène qui s'appelle Jean-Paul Roussillon, qui a monté à toute vitesse le jeu de l'amour et du hasard, parce que Charon venait de mourir, et Jacques Charon avait au moins 5 spectacles dans l'année prévus cette année-là, et il est mort d'une crise cardiaque, et là c'était la panique pour toute la comédie française. Donc il y avait quelques personnes qui jouaient, évidemment, et puis il y avait des gens qui devaient jouer dans les mises en scène de Jacques Charon, et tout à coup, il y avait une programmation bousculée. Jean-Paul Roussillon s'est proposé pour monter le jeu de l'amour qu'il connaissait très très bien pour l'avoir joué au moins 20 ans dans les Valais. Mais ce qu'on a appris plus tard, c'est que Jean-Paul Roussillon n'aimait pas du tout la façon de jouer et de monter le jeu de l'amour et du hasard et tous les Marivaux tels qu'ils étaient montés à l'époque. Et lui, il avait une vision des Valais par rapport à sa propre histoire qui n'était pas celle qu'on montait d'ordinaire, c'est-à-dire « allez, c'est pas grave, on se déguise, on rigole, tout ça n'a aucune importance ». Et lui, il trouvait que ça avait de l'importance tout à coup, socialement, quand la maîtresse, donc dans le jeu de l'amour en l'occurrence, dit je vais prendre le costume de ma suivante et puis je vais me déguiser en suivante et puis voilà, on va faire l'affaire. Et lui, il avait joué ça dans des mises en scène comme ça qui n'avaient pas plus de gravité que ça. Et lui, à l'intérieur de lui, pour avoir vécu des choses difficiles personnellement, il sentait que ça n'allait pas, que c'est pas vrai qu'on se déguise en maîtresse ou en soubrette et que ça n'a pas d'incidence. Donc il monte le jeu de l'amour et du hasard. Alors moi je savais le texte évidemment, et il nous dit pendant une bonne semaine on ne s'occupe que de la première scène, Qu'est-ce qu'elle raconte cette première scène? Et moi je l'avais jouée en entrant au conservatoire, en sortant au conservatoire, j'avais la prétention de connaître un peu ce que ça racontait. Eh bien non, je ne connais rien. Il nous raconte que cette jeune fille, dans la première scène, elle tremble de peur. Elle tremble de peur et de colère. Et moi, j'avais essayé de mettre ma colère bien enfouie, parce que c'est pas élégant, la colère. Or, je la connaissais bien, la colère, parce que j'avais vu mon père. Or, il me demande la colère, et une colère violente, une colère que même Sylvia ne connaît pas. C'est-à-dire qu'elle en a après tout le monde, parce qu'elle va être mariée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. Et elle n'est pas d'accord au fond d'elle. Mais c'est le début de la pièce, et elle hurle après sa soubrette en disant « Mais de quoi vous mêlez-vous ? Hein ? Vous en savez quelque chose, vous, du mariage ? Mais madame,
Le mariage, c'est formidable, on va vous donner quelqu'un de beau, de superbe et tout. Et elle est hystérique de colère, elle lui envoie tous les coussins qu'elle trouve, elle lui envoie tout sur la figure. Tu ne connais rien, tu ne sais rien. Et moi, qui suis concernée de près, je ne peux pas supporter ça. J'ai vu des femmes dont on disait « mais son mari est formidable », je les ai vues en larmes. Je les ai vues trembler de peur, je les ai vues, et elles n'avaient le droit de rien dire. Et tout à coup, à la fin de la scène, elle dit « je voudrais le voir, l'examiner un peu, sans qu'il me connût. » Et elle dit ça à son père. « Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps, si vous l'autorisez, si vous êtes d'accord, si c'est possible. » Et le père a reçu une lettre du père de Dorante, qui est son promis depuis qu'ils sont tout petits. Et le père de Dorante dit « Figurez-vous que mon fils a une idée incroyable. Il voudrait connaître votre fille et il va arriver en Valais pour voir comment elle est. » La magie. La pièce donne des frissons. Et non, on n'arrive pas dans cette pièce-là en rigolant comme moi je l'avais joué, comme on me l'avait indiqué et comme je le vois la plupart du temps. Je ne peux plus voir ça comme ça. Et bien sûr, à partir de là, découlent que des quiproquos et aussi des douleurs. Parce que les valets qui se sont déguisés en possesseurs de tous les biens, des terres, des châteaux, eh ben, ils sont déguisés en maîtres. Et chacun d'eux se dit, le valet de Dorante dit « mais c'est incroyable, je vous trouve formidable, mais j'ai pas le droit parce que vous êtes la maîtresse. » Ils n'y comprennent rien. Mais surtout, les maîtres qui savent que de toute façon, il y a déjà eu un changement de costume et un changement d'identité pour un moment, pour très peu de temps, disent au valet « mais allez-y, mais mariez-vous, j'en ai rien, allez-y ». Et ils croient tout d'un coup qu'ils ont gagné le gros lot, que leur vie va changer, et c'est faux. Alors c'est un rire, les gens rient au même endroit, parce que Marivaux est plus fort que tout, mais c'est pas la même qualité de rire. À partir de là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que de lire une pièce. Et c'est vrai que je l'avais jamais compris avant. Donc c'est grâce à monsieur Jean-Paul Roussillon, c'est ça, oui, c'est pour ça que j'en parle souvent. Tu pourrais dire que tu as compris ce que devait être un travail d'actrice à ce moment-là? J'ai compris ça, je suis souvent bouleversée à chaque fois que je repense aux indications qu'il m'a données. Tout le monde me dit, bon, ça suffit maintenant avec Roussillon. Mais c'était la même chose pour l'Avare, c'était la même chose pour des tas de scènes que je lui ai vu travailler. Il était prof au conservatoire. Oui, il était un être qui mettait l'essentiel dans toutes les scènes. On peut ne pas les mettre dans Feydeau, encore que Feydeau fait une critique du monde de mensonges dans lequel il est, et il y a de quoi, de temps en temps, non pas pleurer, mais se dire jusqu'où ils peuvent aller dans le mensonge. C'est une mécanique incroyable où on ne peut jamais dire la vérité. Et c'est une critique incroyable aussi du 19e siècle. Les notables, les gens très importants ne peuvent pas baisser les armes. Alors, après, on n'est pas obligé de tout monter comme Roussillon. Dieu merci, il y a des metteurs en scène très inventifs qui s'y prennent autrement et qui ne sont pas tout le temps dans la douleur comme était Roussillon. Mais c'est vrai qu'en nous mettant comme ça dans quelque chose de beaucoup plus urgent, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime, il nous concernait davantage. Et bien sûr, moi, cette mise en scène-là du jeu de l'amour, elle représente, je pourrais dire, la vraie raison pour laquelle je fais du théâtre. Donc c'est l'un de tes plus forts et plus beaux souvenirs de théâtre? C'est un des... Par rapport à cette sensation de naissance, enfin cette sensation de... Oui, c'est ça, de naissance, oui.
je suis devenue comédienne à partir de là. Et là, pour toi, ça l'était peut-être déjà avant, mais c'était évident pour toi que tu étais actrice, que c'était ton chemin? Oui, c'est très intéressant la question parce que qu'est-ce que c'est être acteur? D'abord, c'est être regardé, c'est être vu. Alors moi, je suis quelqu'un qui se cache. Donc, c'était étrange d'être à la Comédie Française et de vouloir en partir quand même. Parce que, au fond, à l'intérieur de la Comédie Française, avec quelqu'un comme Roussillon, j'avais vraiment la complétude de mon désir d'être actrice. Mais d'abord, Jean-Paul Roussillon, il part, il ne reste pas à la Comédie Française. Et du coup, on a des metteurs en scène qui ne sont pas aussi exigeants que lui, qui font beaucoup de choses qui correspondent à des modes. Et du coup, l'acteur, ben, il ne s'y retrouve pas. Quand on met des ordinateurs dans Shakespeare, moi, ça m'apporte rien, quoi. Ou des téléphones portables dans Molière, ça m'apporte rien. Or, c'était beaucoup la mode à ce moment-là. Et tu dis que tu n'es pas une femme d'image, mais plutôt de mots. Mais la caméra dans tout ça, parce que tu as joué au cinéma aussi. Quel est ton rapport avec la caméra? Bah, clairement, il a été compliqué parce que je n'ai pas fait, on va dire, de cinéma, entre guillemets. D'abord parce que j'étais prise au théâtre, beaucoup, Oui. et que le cinéma, pour toutes les jeunes femmes, ça commence très tôt. Les jeunes femmes, pendant une certaine période, qui était celle où moi j'avais 30 ans, acceptaient que les hommes aient des femmes jeunes, mais pas l'inverse. Donc je me suis retrouvée être la femme ou la petite amie de Lino Ventura, de Belmondo, de Claude Rich, de beaucoup d'acteurs connus à cette époque, mais les acteurs connus, ils avaient 50, 60 ans, et les jeunes femmes qui étaient dans leur vie en avaient 30, à l'image. C'était comme ça. Alors ça commence un tout petit peu à bouger, grâce aux rébellions des jeunes femmes qui écrivent d'abord. Et je pourrais citer immédiatement, parce que ça me vient à l'esprit, mais il n'y a pas qu'elle, Anatomie d'une chute, qui est écrit, réalisé par une jeune femme qui a un talent fou. Le film a la Palme d'Or et il le mérite. Mais on a eu quand même une grande période où c'était les hommes qui avaient les idées, c'était les hommes qui avaient le pouvoir, si bien que je n'étais pas le genre de femme à leur plaire, et peut-être même à plaire au public. Il y a eu la période glamour, et puis il y a eu la période enfant, c'est-à-dire qu'il fallait des jeunes femmes qui fassent rêver avec leur incroyable charme, beauté, innocence. C'était Bardot, c'était Adjani, et je les adore, hein, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'étais une tragique. Ça faisait peur aux hommes qui faisaient du cinéma à ce moment-là, je pense. Tu penses que c'est plus dur d'être une jeune actrice maintenant que quand tu as commencé toi? Non, je pense que c'est plus facile. Oui. Il y a beaucoup de propositions, mais les jeunes trouvent des façons, grâce au réseau, fabriquent eux-mêmes leurs films. C'est plus facile. C'est vrai que maintenant, on a pas mal de médias pour pouvoir s'exprimer et se présenter au monde. Oui. Peut-être toi, quand tu as démarré, tu étais, comme tu disais, beaucoup tributaire, soit de la technique, soit des hommes, qui étaient dans la création, qui avaient le pouvoir, et puis les femmes prenaient les rôles qu'on leur donnait. Mais en plus, je pense que les jeunes maintenant peuvent être sur Internet, avec peu de moyens, je pense, on peut montrer qui on est, et pour après Oui, grandir. Je crois que l'époque dans laquelle j'étais ne permettait pas aux jeunes femmes de prendre le pouvoir ou l'imaginaire Ouais. comme c'est autorisé maintenant. Alors qu'elles en avaient.
Oui, bien de sûr. l'imagination. Bien sûr. Bien sûr. Elles en avaient. Mais j'étais vraiment une fille de la campagne, élevée par des gens de la campagne. Et c'était déjà énorme d'être comédienne et d'être à la Comédie Française. J'étais pas plus timorée qu'une autre, mais dans cette époque-là, je crois qu'on était toutes un peu timorées, quoi. Tu t'y es bien sentie à la Comédie Française? Oh, dans les premières Dans les années, premières oui. années, oui. Oui, mais je ne mesurais pas que c'était une maison très politisée, avec quand même, oui, des clans, même s'il y a des comédiens et comédiennes absolument extraordinaires, hein, vraiment choisis et magnifiques. J'ai beaucoup admiré les acteurs et j'ai beaucoup aimé les regarder, leur prendre tout ce que je pouvais. Michel Aumont, c'est un acteur éblouissant. Catherine Samy aussi, Denise Jans. Enfin, je les ai tous et toutes aimés. Dominique Constanza, qui était mon ami, c'était vraiment des acteurs incroyables. Mais quelquefois, on était dans des mises en scène incompréhensibles. Ah. Et ça, je ne pouvais pas supporter ça, quoi. Et à la merci un peu de ces metteurs en scène-là. C'est une des raisons pour lesquelles je suis partie, c'est que le pouvoir appartenait au metteur en scène, alors que c'est une maison d'acteurs au départ. Oui. Ben oui, mais voilà, ça a glissé. Et ça fait peur de quitter la Comédie Française pour le... Tu savais un peu où tu allais quand tu es partie? Bien sûr que ça fait peur. Non, je savais rien du tout. J'ai bu une bouteille de champagne pour faire ma lettre de démission avec mon agent de l'époque et je tremblais, bien sûr. Oui, oui. Et dis-moi, comment se déroule, quand tu joues au théâtre, comment se déroule ta journée? Comment tu vis ça? Est-ce que la représentation du soir comme un rendez-vous amoureux est déjà là dès le réveil? Est-ce qu'il ne faut pas te parler? Est-ce que à partir de quelle heure tu rentres dans une concentration? Ou alors pas du tout, tu es dans la vie jusque... Ça, c'est une question qui n'est pas d'heure, mais d'âge. Ah. C'est malheureux, mais l'âge nous rend tributaires d'un rythme, d'une pensée différente, de peurs différentes. Alors bien sûr, il y a d'abord et avant tout la question de la mémoire, et je ne parle pas que du texte. La mémoire de tout. Donc il y a un rituel maintenant qui s'impose. Il a toujours un peu existé, le rituel. Je passe par une porte et pas par l'autre, j'y vais à telle heure, etc. Mais plus l'âge est arrivé à faire que je compte les années, et maintenant elles sont nombreuses, plus le rituel est important. Alors maintenant, et je ne suis pas la seule à le dire, je me souviens que Robert Hirsch le disait, maintenant le théâtre me prend plus de temps qu'avant. Avant, et pour des pièces que j'adorais, je pouvais arriver, j'allais au théâtre de l'Œuvre qui est à côté d'où j'habite, quasiment 10 minutes avant de commencer. Ah oui. Et puis maintenant, je vais au théâtre au moins 4 heures avant que ça commence. Alors ça dépend ce que je joue, ça dépend si c'est moi qui commence ou... Mais par exemple pour Marie des Poules, j'y vais très très en amont parce que je me redis le texte et je prends du temps. Oui, il y a une espèce de... J'allais dire prière avant de commencer. Mais je crois qu'Adjani fait ça aussi. Elle va très en amont. Barbara, elle vivait dans son théâtre, oui, carrément, oui. avant. Mais avant, je ne le faisais pas. C'est vraiment maintenant... Ça m'impressionne, ça, que de ne pas avoir à se couper du monde 2 heures avant, quoi. Tu rentrais 10 minutes et t'arrivais, hop. C'est étrange. Oui, alors, bizarrement, le Covid a fragilisé tout mon être. Je ne pense pas que j'avais cette impression-là avant. En tout cas, moins. L'impression de la fragilité, l'impression que
quelque chose d'extérieur à moi, ce qui nous est arrivé, hein, à tous, là, pour le coup, la Mondialement, planète. pour le coup, la Voilà, planète entière ouais. vivait la même chose. Quelque chose d'extérieur pourrait m'arriver, si bien qu'il faut que j'aille au théâtre, qui est le lieu de la protection, très longtemps avant. Je prends n'importe quel moyen de communication pour y aller, plutôt les bus, plutôt les bus et quelquefois les taxis, mais très, très en avance, pour être sûr que vraiment je sois au théâtre. Et qui ne va pas arriver. C'est beaucoup aussi les encombrements. Il y a eu un moment où il y avait des manifestations. Tout ça, ça fait très, très peur. Et c'est vrai qu'on se sent protégé dans un théâtre. Oui, vraiment, vraiment. Pour toi, ça sert à quoi un artiste ? À tout. À tout. Ça sert à rêver. C'est aussi nécessaire que les oiseaux. Ça sert à penser. Ça sert à se révolter aussi. C'est désagréable d'être dans un lieu où on n'a pas été joyeux. Alors pourquoi on n'a pas été joyeux ? Évidemment, c'est mon métier, donc je cherche pourquoi j'ai pas été joyeuse, pourquoi je n'ai pas adhéré, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi j'ai perdu mon temps. Alors là, je râle, mais j'essaye de comprendre pourquoi. C'est souvent des questions de mise en scène. Si on m'a trompé, si on a voulu me faire avaler quelque chose où moi j'aurais pu prendre de l'émotion et on m'a imposé quelque chose. Ça, c'est les metteurs en scène. Ça t'est arrivé souvent, ça ? Hélas, Parfois, oui, mais oui. maintenant je demande à plusieurs personnes est-ce que c'est bien ? Et je ne me déplace que si plusieurs personnes en qui j'ai confiance me disent c'est vraiment bien. Le moment préféré de ta journée ? La nuit. La nuit ? Oui, et puis la journée est passée et là, je peux m'abandonner, je peux écouter toutes sortes de choses. Avant, je marchais la nuit. J'apprenais mes textes la nuit. Je sortais de la maison vers minuit et je déclamais, je prenais mes textes et je marchais dans les rues. Et puis j'ai été attaquée, vol à la tire, tout ça, enfin bref, précisément la nuit. Et du coup, maintenant, je ne sors plus la nuit. Ta saison préférée ? L'été. L'été ? La chaleur ? Oui. Ouais. T'es une grosse dormeuse ? Oui, beaucoup. 8 heures au moins. Quand je les ai pas, ça va très mal. Tu te sens à ta place en ce moment ? Tu te sens alignée avec toi-même ? Pas encore ? Oui. Alors, les alignements varient avec justement les rôles. Quand je suis bien dans un rôle, c'était le cas par exemple pour Qui a peur de Virginia Woolf, que j'ai joué là au Théâtre de l'Œuvre avec Jean-Pierre Cassel, j'étais tellement bien, tellement alignée, le rôle me convenait parfaitement, tragique, que là je peux dire que oui, j'étais à ma place. Oui. Parce que les rôles, ils me racontent beaucoup de choses. Ils m'enseignent, ils me réveillent, j'apprends avec les rôles. Donc, Marie Despoules m'a appris aussi, beaucoup, de moi d'ailleurs. Puis il y a des rôles qui me laissent un peu indifférente. Quand les rôles sont trop courts, vraiment, là, je perds mon temps. Je vais au théâtre et j'ai l'impression que je ne le remplis pas, que j'ai eu tort d'accepter, etc. Alors, oui, ça dépend ça dépend des mots qui sont, qui sont avec moi et avec lesquels je vais être pendant quand même un certain temps. Hein. Donc là, c'est très important. Là, en ce moment, je dirais que oui, je suis assez alignée. Ça a mis du temps à venir, mais je fais un spectacle en ce moment où je vais le reprendre avec ma fille et ça a été compliqué pour moi. D'abord parce que moi, je ne suis pas chanteuse et que je chante. Je le fais comme n'importe quel acteur doit le faire. Mais j'ai été en porte-à-faux par rapport à elle, dont c'est le métier. Alors, je dirais que là, maintenant, aujourd'hui, oui, je suis plus alignée
et je sais comment m'y prendre maintenant pour ce spectacle musical. Mais ça a mis du temps. Le fait de ne pas connaître, c'est comme s'il avait fallu que j'apprenne, comme j'ai appris à jouer, que j'apprenne à me trouver à la bonne place. Et c'est pas par rapport à elle, c'est par rapport à moi, chanteuse. C'était compliqué. Quelle est la personne qui te manque le plus sur Terre ? Ma mère. Ta mère. Qu'est-ce que tu aurais aimé, peut-être vous êtes tout dit, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire que tu ne lui as pas dit ? Rien peut-être, mais... Non, je crois que je lui ai tout dit. Alors ça, c'est une chance. Oui. Je lui ai tout dit. Elle est partie de la façon la pire parce qu'elle était jeune et qu'elle avait un cœur qui tenait et qu'elle ne voulait pas quitter la vie. Alors elle est partie d'un cancer et d'épuisement, de ne pas manger et de tenir malgré tout. Et la dernière image que j'ai de ma mère, c'est pas ma mère. Ma mère était vive, drôle, elle avait un beau corps. Et j'ai vu trop longtemps un cadavre qui n'en finissait pas de survivre. Donc ça ne m'intéressait pas de ma mère. J'aurais aimé qu'elle continue à partager toutes sortes de joies et de joies que j'aurais pu aussi lui donner et elle aussi me donner. C'était vraiment une princesse, un être que j'aimais particulièrement. Et elle n'a pas connu ma fille, ni l'homme qui partage ma vie depuis 38 ans et que je considère comme un prince charmant. Tu es une femme de mots, tu aimes les mots. Aurais-tu un texte à nous dire ? Oui. Voudrais-tu nous l'offrir ? Oui, volontiers. Alors j'aurais pu vous en offrir beaucoup. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent, beaucoup. Alors voilà ce poème. Alors on y va. Elle est venue la nuit, de plus loin que la nuit, à pas de vent, de loup, de fougère et de menthe, voleuse de parfums, impure, fausse nuit, fille aux cheveux d'écume issue de l'eau dormante. Après l'aube, la nuit, tisseuse de chansons, s'endort d'un songe lourd d'astres et de méduses, et les jambes mêlées au fuseau des saisons veillent sur le repos des étoiles confuses. Sa main laisse glisser les constellations, le sable fabuleux des mondes solitaires, la poussière de Dieu et de sa création, la semence de feu qui féconde les terres. Mais elle vient la nuit, de plus loin que la nuit, à pas de vent, de mer, de feu, de loup, de piège, bergère sans troupeau, glaneuse sans épis, aveugle aux lèvres d'or qui marche sur la neige. C'est magnifique. C'est Merci vrai, pour ça ce te plaît. cadeau. Merci beaucoup. Béatrice, c'était un honneur et un plaisir de converser avec toi. Pour moi aussi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, dis donc, si t'as aimé cette conversation, n'hésite pas à en parler autour de toi et à la partager sur les réseaux sociaux. Prends soin de toi et à bientôt.